Yaorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qu'est l'épilepsie. Ce mot vient du grec et signifie attaquer par surprise. Et il est vrai que les crises qu'elle provoque sont parfois impressionnantes. Nos invités du jour vont nous éclairer sur cette maladie. Donc j'accueille aujourd'hui le docteur Louise Vatrin, qui est chef de service en neurologie au CHPF, Noaoura Rurua, qui est délégué pour l'association Épilepsie France à Tahiti, Georges Nahey, qui est responsable cellule des personnes âgées handicapées à la DSFE, donc qui est la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité, et Ansi Hawatei, qui est patiente atteinte d'épilepsie. Bienvenue à tous les quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Louise, première question pour toi, comment tu pourrais nous expliquer concrètement ce qu'est l'épilepsie ? Alors, bonjour à tous. L'épilepsie, c'est une maladie chronique. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête rapidement et qui est caractérisé chez le patient par la répétition de crises d'épilepsie avec des facteurs déclenchants ou non. Les crises d'épilepsie sont très différentes d'un patient à l'autre. Ça peut aller vraiment de la grande crise où le patient va tomber par terre, perdre connaissance, bloquer la respiration, convulser au niveau des 4 membres et puis avoir une phase post-critique derrière, c'est-à-dire il a du mal un petit peu à émerger après la crise. À des crises beaucoup plus légères où on a juste les yeux dans le vague, plus de réponse, et puis hop, le patient revient à lui sans autre signe clinique. On sait ce qui se passe dans le cerveau lors d'une crise ? On sait exactement ce qui se passe. Il y a une zone du cerveau où ça peut être d'emblée tout le cerveau, mais en général, il y a un point de départ dont les neurones vont se mettre à décharger. Donc, il va y avoir un courant électrique qui va se créer au niveau d'un groupe de neurones qui va généraliser à tout le cerveau. Et c'est là qu'il y a la crise d'épilepsie qui arrive. Donc Louise, il y a différents types d'épilepsie, tu peux nous en parler ? Exactement. Dans l'épilepsie, on a des épilepsies primaires, donc c'est une maladie en général génétique, héréditaire, mais on ne met pas toujours le doigt sur le gène responsable. Donc la personne, on va dire, née épileptique et va manifester les premiers signes dans l'enfance, l'adolescence ou classiquement le jeune adulte. Et on a des épilepsies qu'on dit symptomatiques, ce sont des épilepsies secondaires qui vont être, en fait, le malade va développer son épilepsie suite à quelque chose, une tumeur cérébrale, un AVC, un traumatisme crânien avec ou sans hémorragie, et puis quelques mois, quelques années après, il va développer l'épilepsie. Noaoura, le rôle de la délégation épilepsie France à Tahiti ? En fait, nous, on est là pour soutenir les patients épileptiques. Parce que moi, j'ai contracté en fait cette maladie en 2013 seulement, donc il y a 10 ans. Et à ce moment-là, moi, je cherchais en fait du réconfort. J'ai l'habitude d'être dans des associations. Et là, moi, j'ai cherché en fait une association et je n'ai pas trouvé. Et donc, j'ai cherché et j'ai trouvé en France. Et c'est comme ça, je les ai contactés et j'ai trouvé ce réconfort chez eux. Et là, j'ai pensé, je me suis dit, je vais peut-être essayer de mettre en place, créer une association ici. C'est eux qui m'ont dit, peut-être pas, mets en place une délégation chez vous. Parce que chez eux, il y a des délégations chez eux. Délégation à Paris, délégation à Montpellier, délégation là. Et donc, c'est ce que j'ai fait parce que, en fait, l'objectif, c'est de soutenir les patients épileptiques. Voilà notre rôle. Et donc, au début, on était une dizaine. Et depuis qu'on a mis en place les Journées internationales de l'épilepsie, dans notre groupe Facebook, aujourd'hui, on est environ 80. Donc ça avait une vraie utilité. Ouais. Georges, est-ce qu'on a des chiffres des patients atteints d'épilepsie en Polynésie ? On a des chiffres, mais je ne peux pas vous les communiquer. Dans le sens que c'est un peu complexe les dossiers des personnes qui sont atteintes d'épilepsie parce que au niveau médical, souvent on a des dossiers qui ne sont pas précis parce qu'il manque de tests ou souvent les gens qui sont malades d'épilepsie vont voir leur médecin traitant mais qui n'est pas spécialiste et qui va faire un certificat médical en fonction de ce que le patient va dévoiler. Et souvent, les patients ne dévoilent pas tout et peut-être ne connaissent pas la maladie. Donc, quand nous recevons ces dossiers-là, ça n'a pas la même portée au niveau décision. Et donc, le médecin instructeur de la COTOREP demande un complément médical avec un électrocéphalogramme auprès du neurologue. Et c'est là qu'il peut définir le taux par rapport à la maladie d'épilepsie
combien de crises par jour, par semaine, et quelles sont les conséquences de ces crises dans la vie quotidienne de la personne. Et ça, dès le départ, quand les personnes déposent leur dossier à la Cotorep, il n'y a pas tous ces éléments. Ouais, compliqué pour vous donc de pouvoir C'est analyser ça, et dire c'est oh, ça. c'est dans tel stade. Surtout tel le stade. médecin D'accord. instructeur, c'est compliqué pour lui de définir un statut tout de suite parce qu'il a besoin de compléter son diagnostic avec des experts. Ouais, on peut en parler un petit peu, ouais, d'accord. Annecy, toi, tu as été diagnostiqué, le mot est pas facile, diagnostiqué épileptique quand et comment est-ce que tu t'en es rendu compte et quelle a été la démarche? Moi, il y a longtemps, hein, là, j'ai 45 ans et j'ai été diagnostiquée épileptique à l'âge de 17 ans. J'avais 17 ans. Ça a été dur. Au début, ça a été dur. Et aussi, je pensais que j'étais toute seule. Mais après, mon épilepsie, c'était dû, à ce temps-là, c'était dû au coup de poing de ma famille. Ah ouais, donc là c'est à la c'est fois dur. triste, on va dire, dans ta vie de tous les jours et Oui. en plus ça a déclenché de vrais problèmes. Oui. Pareil, alors Georges vous expliquait un petit peu comment ça peut se dérouler, donc tu es allé voir le médecin, tu lui as expliqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, Oui. et il a su le diagnostiquer justement, Ouais, j'ai fait beaucoup l'examen. d'examens et c'est pas là que j'étais épileptique. D'accord. Louise, comment est-ce qu'on définit le diagnostic dans ce cas-là? Alors, c'est toute une batterie en fait de tests et c'est tout un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. C'est-à-dire que déjà, on va interroger le patient, on va essayer de voir exactement le déroulement des crises, la fréquence, les facteurs déclenchants, etc. Et ensuite, on va faire des examens, effectivement, prise de sang, électroencéphalogramme, donc comme parlait Georges Narey tout à l'heure. Donc, on va coller des électrodes sur le crâne du patient, ça ne fait pas mal. On va l'enregistrer pendant 20 minutes et on va justement enregistrer l'activité électrique du cerveau et regarder si elle est anormale, s'il y a de l'épilepsie. Et puis on va faire en général une imagerie cérébrale, donc scanner ou IRM, pour voir si l'épilepsie est primaire, comme on disait tout à l'heure, pas de cause, pas de lésion cérébrale, ou s'il y a quelque chose qui la provoque au niveau du cerveau. Donc ce qui était le cas là, en Ce l'occurrence. qui a été le cas pour Hensi. Oui. Le problème, en fait, c'est ce diagnostic peut être, comment je dis, Drainant. ouais, drainant. Il parce peut y que avoir une non- errance diagnostique. Alors, attendez, Non, expliquez, voilà. Parce que en fait, normalement, il faut 2 crises pour que ça soit, pour qu'on dise vraiment Considérer que ça soit de que l'épilepsie. ça soit de l'épilepsie. Et entre les 2 crises, il peut y avoir des années. En fait, hein. C'est ce que j'ai vu en fait au niveau de l'association Oui, Épilepsie les différentes France. personnes qui sont Ouais, venues à l'association, voilà. tu as pu observer ça. Voilà. Et en fait, par exemple, moi, l'avantage que j'ai eu, l'avantage entre guillemets, c'est que moi, ça s'est passé le 24 décembre, soirée de Noël, et le deuxième, c'était le 25. Voilà. Donc, ça a été rapide. Alors que les autres, il peut y avoir 1 an de décalage. Et donc, c'est ça le problème, en fait. C'est ce décalage, en fait. C'est le problème, en fait. Donc, c'est ce retard de diagnostic. C'est ce que disait Georges tout à l'heure, le diagnostic doit être assez compliqué dans ce cas-là, Oui. parce qu'il faut réussir à analyser si c'est hélas déclenché comme Annecy, déclenché par un événement extérieur et en plus dramatique, ou si c'est vraiment une maladie et ainsi de Voilà, suite. Donc très exactement. long. Il peut y avoir des crises qu'on appelle circonstancielles, c'est-à-dire par exemple un bébé qui va faire 40 de fièvre, il peut faire des crises d'épilepsie. Il n'est pas épileptique. Et C'est lui en juste plus des il peut pas crises formuler, en plus, circonstancielles. donc Voilà, il en faut, plus, il peut faut le pas formuler. découvrir. Et comme on disait, les manifestations cliniques des crises d'épilepsie sont très différentes. Forcément, quand la personne tombe par terre, convulse, etc., C'est probant. le diagnostic est assez clair. Quand c'est juste les yeux dans le vague quelques secondes, ou alors il tourne la tête, ou des signes très discrets que même parfois seule la personne peut ressentir et que les témoins ne voient pas du tout, c'est plus compliqué. Ils passent chez le cardiologue, chez le psychiatre, etc., avant d'arriver chez nous en neurologie pour le diagnostic. Et quels pourraient être, alors je mets au conditionnel, les symptômes? Comment est-ce qu'on pourrait, si on a, comme il y a différentes étapes, mais pour des enfants, pour des jeunes adultes, des matayapos, est-ce que ce sont les mêmes symptômes? Ce ne sont pas les mêmes symptômes, effectivement. Par exemple, chez la personne âgée, une crise très classique et qui est difficilement identifiée, c'est le mâchonnement. C'est-à-dire que la personne va avoir les yeux dans le vague,
Elle va mâchonner comme ça pendant plusieurs minutes et en fait ce sont des crises d'épilepsie. Donc les médecins sont maintenant de plus en plus sensibilisés à adresser les patients en consultation de neurologie et à faire des examens pour avoir le diagnostic. Mais il faut être vigilant. En général, ce qu'on dit, c'est que chacun connaît son corps. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer d'identifier, d'en parler et puis d'être adressé au bon médecin. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup maintenant. Parce qu'avant, on n'en parlait pas. Hein? Donc aujourd'hui, on essaie de parler beaucoup de cette maladie. C'est le rôle en fait de la délégation de l'association Épilepsie France. Il faut en parler. Et il faut pas avoir honte. C'est vrai que maintenant, les gens ils voient sur ma tête maintenant épileptique. C'est pas grave. Mais il faut en parler parce que c'est dangereux hein, pour quelqu'un épileptique de marcher comme ça dans la rue, d'aller à la mer. Oui, on va en parler. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être contre-indiquées ou par compliquées. exemple, moi, ce qui s'est passé à la messe de Noël, j'ai eu mal au crâne et je suis tombée comme ça. Hein? Mais maintenant, en réfléchissant, avant ça, je ne sais pas combien d'années avant, je faisais pipi au lit. Ouais, t'as commencé à réfléchir. En réfléchissant, j'ai fait pipi au lit. Mais ça, je ne sais pas combien de fois j'ai fait ça. Mais ça, je me suis dit, ah non, j'ai trop dormi. Oui, mais après, si on n'a pas l'analyse médicale, on ne peut pas deviner. Mais c'est de maintenant, en réfléchissant, je dis, mais c'est pour ça que je fais pipi au lit. Hansi, toi, donc, quels ont été les symptômes pour toi? Qu'est-ce que ça a changé physiquement et tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas là? Moi je reviens il y a 17 ans, au début de mes crises. Je ne sais pas, c'était un matin. Je me préparais pour aller à l'école, mais mes parents, ils m'ont pas envoyé voir un médecin. Ils pensaient que j'étais possédée. J'ai fait une crise et ils pensaient que j'étais possédée, mais aux temps anciens, quoi. Mais ils m'ont fait voir tout d'abord les tawa en tahitien. Je ne sais pas comment on dit en français. Oui, c'est bon, t'inquiète pas, ouais. Et ils m'ont fait venir sur Tahiti. Parce que moi, je suis des îles. Et on a été voir 2 tawa. Ouais, ça, j'imagine, ça n'a pas aidé parce que, alors, Oui. après, il y a d'autres choses pour lesquelles ça peut aider. C'est pas le propos. Oui. Mais très clairement, là, Georges, on est face à justement la complexité des dossiers dont tu parlais tout à l'heure et surtout de la perception. Surtout pour les personnes elles-mêmes, parce que on a nos pratiques traditionnelles, on a aussi les nouveaux tests qu'il faut faire, et des fois, pour les personnes, c'est onéreux. Parce que des tests d'électrocéphalogramme, d'abord, ils ne savent pas ce que c'est. Ils découvrent pendant le diagnostic, et d'autant plus que ils ne savent pas s'ils ont droit de faire un dossier Cotorep ou pas. Et c'est là la difficulté, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'eux-mêmes ne connaissent pas la maladie, avec des tests onéreux, donc beaucoup. Ça met des barrières. Ça met des barrières et ça les décourage de poursuivre tant la maladie est grave et si elle n'est pas prise à temps, ça peut avoir des conséquences néfastes dans leur vie. On va en reparler. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, le docteur Louise Vatrin, qui est chef de service en neurologie au CHPF, Nohaoura Rurua, qui est délégué pour l'association Épilepsie France à Tahiti, Georges Dahey, qui est responsable cellule des personnes âgées handicapées pour la DSFE, la Direction des Solidarités de la Famille et de l'Égalité, et Hansi Hautei, qui est atteinte d'épilepsie. Louise, petite question pour toi. Enfin, quand je dis petite question, tu vas voir qui est assez que tout le monde se pose, c'est comment réagir face à quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie. Alors, sur les petites crises, il n'y a pas grand-chose à faire, juste attendre que ça passe et sécuriser le patient. Quand il est en rupture de contact, juste le sécuriser. Quand c'est la grande crise, donc les patients ont un risque de tomber par terre, de bloquer la respiration. Forcément, si on est dans l'eau, on a un risque de noyade. Donc il y a énormément de choses qui sont contre-indiquées chez les patients épileptiques, s'ils tombent d'un échafaudage, etc. Quand on voit quelqu'un qui fait une crise, qui tombe par terre et qui va convulser, donc toujours pareil, il faut le sécuriser. Il faut éloigner de lui tout
tout ce qui pourrait lui faire mal. Par exemple, s'il tombe dans la cuisine, s'il y a une casserole d'eau bouillante, il faut l'éloigner de la casserole Donc d'eau on bouillante. sécurise, on va dire, le périmètre. Voilà, on autour sécurise de- le périmètre. C'est un patient qui va énormément bouger, qui va être très agité. Donc il faut vraiment éloigner de lui tout ce qui pourrait faire tomber sur lui. Bon, ici on n'a pas trop, mais desserrer la cravate, desserrer la ceinture et le mettre de côté, donc en position latérale de sécurité. Surtout ne pas donner d'eau ou de choses à boire au patient. Parce qu'il peut pas déglutir. Il ne peut pas déglutir, il va s'étouffer avec et ne pas mettre les doigts. Souvent, les Polynésiens, tout le monde d'ailleurs, ont tendance à piquer les doigts pour aller chercher la langue, éviter qu'elle tombe en arrière et qu'il s'étouffe. Non, il faut le mettre de côté, comme ça tout va tomber sur le côté plutôt que de Il rester à n'avalera pas la l'intérieur. langue. Voilà. Le Impossible. mettre de côté, attendre que la crise passe et effectivement appeler le 15 pour ensuite une prise en charge médicale. Hensi ou Onohaura, vous avez des crises régulièrement et est-ce que ce sont des crises de la même puissance, Onohaura? Ben, moi, en fait, mon avantage, moi, on a toujours entre mon avantage, c'est que je sens mes crises arriver. Ah. Voilà. Donc, c'est comme si c'est des scènes de déjà-vu. Par exemple, ici, je peux vous dire, je vais avoir une crise. Donc, moi, je peux aller m'asseoir, et là, tout de suite, j'attends que ma Te crise passe. sécuriser toi-même. Ouais, Voilà. tu sens ton Je corps, sens. tu as des signes dans ton corps qui Voilà. te C'est préviennent. des scènes de déjà-vu. D'accord. Des scènes de déjà-vu, et ensuite, je sens un peu les fourmillements. J'ai cet avantage. Aussi, Donc, tu peux ici, te je poser. suis à la maison, je m'allonge, je Tu te ferme mes sécurises. yeux. Ouais, d'accord. Voilà. Je me mets en PLS et j'attends. Et donc, après, le temps que je revienne à moi, parce que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah, mince alors. Donc, il y a ça. Donc, j'ai cet avantage. Hensi, de ton côté, tu as... Moi, j'ai pas cet avantage. Moi, je sens pas mes crises venir. Je sens pas mes crises venir. Ah, donc là, on est dans la partie dont Louise nous parlait, qui est spontanée, c'est-à-dire que tu peux avoir... Et ce Oui. sont des crises, on dit convulsives? Convulsivante, oui. Oui. Ah oui. C'est ça, et donc là, ça peut être tomber d'une chaise, Oui. plein de Mm. choses. Oui, oui. Beaucoup plus compliqué, on va dire, par rapport... Mais pour le Et moment, comment- j'ai stabilisé. Donc voilà, et comment tu gères ça au quotidien? Comment tu fais pour faire en sorte que ça n'ait pas d'incidence sur toi? Euh, Est-ce que tu as des choses que tu faisais que tu ne fais plus maintenant, Oui, au cas où? Voilà. Oui, il y a longtemps, je faisais de la rame. Mm. Au tout début de mes crises, là, j'avais 17 ans. Mon adolescence, je faisais beaucoup de sport. Et l'épilepsie m'a... Tu as dû faire une liste, on va y revenir, c'était une des prochaines questions. J'imagine tu as dû faire une liste des sports que tu ne peux Oui. plus faire. Oui. C'est ça, Louise, hein, il y a un Oui, moment où on se dit, bon, ça je peux plus. Ouais. En fait, le risque, si la personne perd conscience brutalement et n'a pas de signe annonciateur comme les crises de Hensi, c'est que dans certaines situations, il peut se mettre en danger ou mettre en danger les autres. Donc déjà, premièrement, les sports nautiques, c'est non. Sauf après, quand l'épilepsie est stabilisée, qui va accompagner, etc., on peut effectivement réautoriser certains sports nautiques. Certains travaux ne sont pas accessibles à nos patients épileptiques. L'ouvrier qui va travailler sur échafaudage, c'est non. S'il tombe, il meurt, quoi, clairement. Il tombe de haut. Le permis de conduire. Les patients, la législation en vigueur fait que pour un permis classique automobile, c'est 1 an sans crise. Donc il faut avoir un certificat médical, passer en commission de permis de conduire pour avoir notre permis quand on a fait 1 an sans crise. Ouais, il y a une vraie interaction entre le privé mais le professionnel, parce que Exactement. on va prendre l'exemple d'un chauffeur Ouais. de bus. Chauffeur poids lourd, chauffeur de bus, évidemment chauffeur de conducteur d'engin, c'est non, parce que c'est 10 ans sans crise et sans traitement. Ah oui, là c'est 10 ans sans Donc crise, là, sans traitement. Voilà, là c'est direct, faut laisser tomber ce genre de métier. C'est- La plongée sous-marine, Ouais, des évidemment. choses comme ça. Pour ce qui est de, moi je vais lister, prendre l'avion, bon la voiture tu viens de nous le dire, mais prendre l'avion. Prendre Tout l'avion, simplement. c'est possible, possible. mais il faut que l'épilepsie soit stabilisée. C'est vrai qu'une crise en plein air, c'est très risqué. Ah, voilà, Il donc, n'y a pas les oui, moyens en avion de C'est faire... un vrai chamboulement dans vos vies Ah respectives, oui, quoi. vraiment. C'est- C'est un vrai chamboulement. Et aussi, par exemple, moi, avant, j'aimais bien aller à la pêche. Donc, moi, ça faisait plusieurs années, je ne suis plus allée à la pêche. Même là, à Morée, je suis de Morée, en Récif-Frangeon, je ne suis plus allée pendant plus de 8 ans. C'est que maintenant, je vais, et pourtant, je sens mes crises arriver. Ouais, mais tu sais Mais- bien qu'il y a un trop Mais gros c'est risque. c'est dans la tête. Oui. Hein? Donc, je ne suis plus allée. Donc, c'est que de maintenant. Et encore, j'y vais, mais je regarde quand même et je tu vas pas regarde toute le seule? bord de mer. Tu vas Ouais, pas toute mais seule, même et ainsi de si suite. je vais avec quelqu'un, je mets quand même la vie de l'autre en danger. Et ça, c'est pas bon. Ouais, Et non, mais donc là, là, je suis quand même allée, mais vite fait, je retourne au bord de mer, même si je sens mes
mes crises arrivaient. Hein, tu vois, et donc c'est ça contraignant. chamboule quand même. J'ai l'habitude d'aller en randonnée. Je suis plus allée. J'ai osé y aller la dernière fois. On m'a grondé dessus. Donc, ça chamboule la vie. Donc, on doit. Et c'est notre rôle dans la délégation, en fait, d'accompagner les gens. Louise, tu parlais de stabilisation, de période de stabilisation ou de stabiliser. Comment est-ce que ça se fait et quel est le process, on va dire? Alors le en fait, traitement c'est une vraie alliance entre le neurologue et le patient. C'est-à-dire que le patient va avoir donc certaines activités contre-indiquées, certaines restrictions. Il faut faire attention aux toxiques, à l'alcool, au PACA, aux drogues, Oui, etc. il y a des vecteurs aggravants. Voilà. Il y a une hygiène de vie à adopter. Si le patient fait n'importe quoi, on n'y arrivera pas. Il faut aussi qu'il ait ce qu'on appelle une observance thérapeutique parfaite, c'est-à-dire qu'il doit prendre son traitement tous les jours. Quand il y a des sauts de prise, il y a des crises. Donc il faut que le patient comprenne bien tout ça, qu'il soit accompagné aussi via les associations, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd, on vient de le voir. Et nous, après, au niveau des médicaments, on adapte, on met 1 médicament, 2 médicaments, 3 médicaments. Malheureusement, certaines épilepsies qu'on appelle pharmacorésistantes ne sont jamais stabilisées. On peut pas les traiter avec des médicaments. Voilà. Parfois, il y a certains patients qui sont accessibles à une chirurgie qu'on ne fait pas ici au Taonnet, donc il faut les évassaner en métropole. Certains cas très particuliers, quand la zone épileptogène est bien définie, quand on voit bien la zone du cerveau, entre guillemets, qui est malade, qui ne va pas bien, on peut aller la retirer en chirurgie pour éviter les crises. Dans Annecy, toi, tu es sous médicaments? Oui, je suis Keppra. Keppra 500 que je prends 2 fois par jour. Ouais, voilà, donc ça soir. c'est réglé dans ta vie. Oui. Et tu as vu que tu avais moins de crises. Oui, beaucoup. Donc c'est oui. c'est C'est probant. Donc ça veut dire que beaucoup toi tu résistes pas. non. Comme tu disais. Oui. C'est pas pharmacorésistant. Mais Pharmacorésistant. c'est Voilà. simplement si je prends pas en gros 1, 2, 3 jours, c'est sûr que j'ai. Obligatoirement, je vais ça avoir va. Oui. Mais le problème aussi que j'ai pas entendu parler, c'est par rapport au travail. J'allais y venir, tu vas voir. C'était une de mes prochaines questions. Vas-y. Moi, je travaille dans la restauration avant, mais j'ai jamais marqué sur mon CV que j'étais épilepsie. Je cachais. Et je cachais beaucoup. Mais à la longue... Et si tu avais une crise pendant le J'en travail, avais fait. donc t'expliquais que c'était autre chose, tu voulais pas dire que c'était ça. Non, j'avais fait, mais on m'a mis à la porte. Ouais, j'allais dire, je comprends pourquoi tu l'as caché, parce qu'il y a ce risque-là. Oui. Donc j'allais y venir justement, c'est que, Georges, est-ce qu'il y a des lois qui imposent à l'employé de le dire à son employeur? Alors, il y a d'abord la reconnaissance de travailleur handicapé, que toute personne qui a des crises d'épilepsie, qui est diagnostiquée, peut solliciter au travers du dossier de la Cotorep. Voilà, d'accord. Ensuite, cette reconnaissance travailleur handicapé le protège dans son insertion professionnelle parce qu'il va d'abord signifier à son employeur qu'il a une pathologie qui risque d'être dangereuse si l'employeur n'adapte pas le travail à ses crises et à ses capacités. L'exemple que tu as donné de monter les escaliers, l'épileptique ne peut pas le faire. Et souvent, beaucoup de personnes comme Hansi n'en parlent pas, parce qu'ils sont tellement à la recherche de travail qu'ils ne vont pas oser. Ils ne vont même pas montrer leur reconnaissance travailleur handicapé. C'est ce qui est dommageable parce que les entreprises aussi doivent jouer le jeu d'adapter en fonction vraiment des pathologies. Aujourd'hui, on se rend compte que d'abord la maladie d'épilepsie, elle est méconnue par tout le monde. On ne connaît pas les crises et les gens cachent leurs crises. Donc, ce qui fait que c'est comme un langage de sourds où les personnes qui ont envie de travailler n'osent plus en parler parce qu'elles ont trop peur de ne pas être embauchées. Et en même temps, l'employeur, s'il n'est pas au courant, il ne peut pas savoir, quelles sont les possibles... Les adaptations. Les adaptations et surtout les possibles. Parce que des fois, beaucoup de personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés et ce n'est pas marqué sur le front. Et je vois surtout dans les métiers de main-d'œuvre et tout ça, on les fait porter des choses contradictoires à leur maladie et ce n'est pas possible. Mais du fait que personne n'en parle,
Ça fait que la personne, elle reste dans sa maladie, elle reproduit ses crises et c'est néfaste pour elle. Et cette reconnaissance travail handicapé, elle est méconnue parce que elle doit protéger la personne qui a des crises. Et il faut que aussi les employeurs jouent le jeu de cette Ouais, mais comme tu dis, adaptation. s'ils ne le savent pas, C'est ils ça. ne peuvent pas le deviner. Donc, C'est ça. Nohaoura, toi, j'imagine qu'au sein de l'association, vous expliquez ça aux épileptiques qui viennent vous voir en leur disant, surtout, faites bien ça dans le sens où Georges vient de vous l'expliquer. Ben là, on commence à le faire parce que moi aussi, je ne le savais pas. Moi qui travaille, moi, je ne suis pas tentée. Déjà, moi, je ne savais pas le rôle du Cotorep, de Georges Nahé. Heureusement qu'ils m'ont contacté. On vient juste aussi d'être dans la fédération Tenio Tehuma. Donc, on vient d'intégrer Donc, aussi vous allez la avoir plus de fédération. visibilité, et Voilà, ainsi de suite. je ne savais pas aussi comment il fallait faire. Hein? Donc, heureusement que Romain de la Fédération Tenio Tehuma m'a contacté. Maintenant, on est ensemble. Et là, Georges Nahé et son équipe m'ont contacté aussi. Donc là, on va pouvoir en fait mettre en place les choses parce qu'il faut être en partenariat. Déjà, je sais que mes amis malades, ils ont peur aussi d'aller voir, ils ont peur de discuter avec les neurologues. Je sais qu'ils ne veulent pas aussi parler. Ils vont juste comme ça pour aller chercher leur ordonnance. Ils ne veulent pas discuter. Ils vont juste comme ça et ils se taisent. Je leur dis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut parler de votre maladie. Il faut dire que votre traitement ne convient pas. Il faut peut-être changer. Il faut dire comment vous êtes. Regardez comment vous êtes. Peut-être que votre traitement ne convient pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. S'il faut taper sur la table, vous pensez que votre neurologue ou votre médecin traitant ne vous écoute pas, il faut le dire. Il faut dire, moi, c'est ce que j'ai fait. On a changé mon traitement parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Il n'y a que vous qui connaissez votre corps. Et donc, il faut parler comme ça aux amis, quoi. Parce qu'on est en partenariat et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux amis épileptiques. Nancy, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui ont peut-être des crises et leur dire quoi faire, tu pourrais leur donner un conseil? Venez dans la délégation, on va tous vous expliquer. La délégation m'a beaucoup ouvert en moi et maintenant je parle. Ben voilà, c'est un message, oui. message Il positif. faut Voilà, ouvrir. communiquez, renseignez-vous. Plein de personnes vont pouvoir vous expliquer ça et vous aider. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et surtout, on a compris plein de choses sur l'épilepsie, sujet très complexe. Dirigez-vous vers l'association, ils pourront vous expliquer beaucoup de choses. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.